Adi le monde des vivants, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Jardin Forêt. Ouais dis donc, ça faisait longtemps. Nous nous retrouvons au courant juin pour découvrir plein de choses juste avant cet été qui met du temps à pointer le bout de son nez. Mais la nature nous surprendra toujours et voguera au fil de ses envies. En tous les cas, sur le terrain de Jardin Forêt, les choses bougent, évoluent et parfois mettent plus de temps que prévu. Mais nous verrons que la mise en place de différentes plantes nous a ramené encore plus de biodiversité. Les coccinelles, reines du potager, sont de retour. Ne nous le cachons pas, les sols en cette période grisâtre sont encore gorgés d'eau et profitent à certains envahisseurs qui y trouvent là tout leur bonheur. J'ai même pu apercevoir au sein du potager des pousses de champignons. Sur le terrain, ça sent le sous-bois à plein nez, mais cela ne nous empêche pas de faire des premières récoltes et de continuer à semer. Comme l'ashwagandha. Alors, qu'est-ce que l'ashwagandha ? J'ai reçu des graines de Cocopelli, qui est une association pour la libération des plantes médicinales, et je me suis donné à cœur joie le plaisir d'en cultiver au jardin forêt. Le semis est simple, j'arrose bien le terreau avant, pour y faire adhérer les graines que je positionne délicatement, une par une, avec une baguette. Avec cette dernière, je mixe le terreau délicatement, puis je remets un coup de spray d'eau pour faire bien adhérer les graines au sol, tout en tassant bien le tout. Vous allez le voir dans la suite de la vidéo. Oui, mais alors, l'ashwagandha, c'est quoi? C'est une plante médicinale millénaire, originaire d'Inde, aux 1001 vertus. Elle favorise la capacité d'adaptation du corps à répondre à différents stress. Elle a les qualités d'être onctueuse et légère à la fois. Elle permet de stimuler la fertilité masculine et féminine. C'est du Viagra? Je suis choqué. Pas que pour les hommes, elle règle aussi certains soucis d'ovulation chez la femme. Mais elle a aussi surtout une action phare de résistance au stress, car elle est très riche en glycosides. Elle régularise le taux de cortisol dans le sang, elle stimule le taux de mélanine et est bénéfique pour la réduction de cheveux blancs. Cette plante multitâche est aussi recommandée pour trouver le sommeil. Vous pouvez le prendre avec du lait, 30 minutes avant de dormir, elle vous aidera dans vos insomnies. Enfin, cette plante régénérante est très intéressante dans les problèmes de thyroïde. Elle booste ces dernières paresseuses et fatiguées. Pour la culture, au bout de 2-3 ans, on récolte les racines, que l'on broie ensuite pour en faire une légère poudre. Pour ma part, je n'ai pas attendu la récolte pour l'essayer. Et j'ai acheté, chez un épicier bio, 100 g d'ashwagandha en poudre. La prise est très simple, une cuillère à café dans un verre d'eau par jour. Le goût, certes, reste amer, alors si vous voulez que cela passe mieux, vous pouvez la mélanger à du lait ou du jus de pomme. Contre-indication, attention toutefois, évitez l'ashwagandha si vous avez des soucis gastriques. C'est une plante qui va chauffer votre organisme pour l'aider à se régénérer. À éviter aussi pendant la grossesse. Retour au potager et faisons un tour du côté des petits pois. Certains poussent à leur rythme et sur une autre parcelle, j'ai déjà eu des récoltes. Ceux-ci plus tardifs se portent bien et trouvent leur accroche pour grimper. Certains ont la visite d'un occupant. En haut de cet immeuble, une coccinelle y a trouvé refuge. Je me doute bien qu'elle n'est pas là par hasard. Encore une fois, mon but n'est pas la production, mais la biodiversité. Et les revoir sur le terrain montrent que les travaux effectués payent et ramènent des insectes. Sur les petits pois, ce n'est pas la seule que j'ai pu trouver. À mon grand plaisir, elle prolifère même au-dessus des fraisiers. En haut de son perchoir, un loup guette la bergerie qui fera office de son futur repas. Agrippé la tête en bas, une colonie de pucerons pompe la sève de ce pied du potager en intraveineuse. Il filtre les protéines et rejette du sucre sous forme liquide, lequel intéresse énormément les fourmis. Celles-ci cajolent et entretiennent leur bétail pour récolter la fameuse goutte de miellâtre qui est rejetée par le derrière des pucerons. On peut même apercevoir les fourmis tapoter avec leur antenne les travailleuses pour réclamer le dû.
Ce rapport est appelé le mutualisme. Tout le monde est gagnant. Les pucerons se gorgent de sève et se font protéger par les fourmis qu'elles nourrissent. Par trophalaxie, elles peuvent ensuite le partager avec les autres ouvrières. Trophale quoi? Trophalaxie, c'est un mode de transfert de nourriture utilisé par certains insectes. Mais la meilleure alliée du jardinier n'a pas dit son dernier mot et peut manger jusqu'à une centaine de pucerons par jour. Contrairement à la légende urbaine, le nombre de points noirs sur sa robe rouge ne représente pas son âge. D'ailleurs, une coccinelle ne vit qu'un an. Elle va s'engraisser tout l'été pour passer les 5 mois d'hiver sans manger. Elle rejoindra alors d'autres coccinelles dans des cachettes partagées. En tous les cas, en tant qu'observateur, je suis épanoui de pouvoir être témoin de ce type de relation naturelle. Et c'est pour cela que j'ai la volonté de remettre la biodiversité sur le jardin-forêt. Juste à côté, je voulais vous donner des nouvelles de ce prunier que je pensais mort. Eh ben, j'ai été trop impatient sûrement, car ça y est, les feuilles sortent. Je pense qu'il attendait sûrement la montée des températures pour s'épanouir. L'avocatier que je vous ai présenté dans une précédente vidéo se porte bien. Joint à un pied de tomate, celui-ci multiplie ses feuilles. Par contre, certaines se sont faites attaquer. Je soupçonne soit des fourmis ou bien un chevreuil que je vois venir sur le terrain par les caméras. Ce noyau de litchi que j'avais planté en pleine terre tient bien le coup pour l'instant. Il continue de grandir au milieu des aromatiques. Je l'ai mis là, en pensant que les coups de froid seraient moins violents pour lui. À suivre en octobre-novembre, s'il tiendra le coup. Dans la clairière, j'ai un massif de ronces qui m'a envahi le sol. Je vous en avais parlé dans la vidéo de présentation du terrain. J'en ai pour plusieurs jours à pouvoir faire le ménage. Alors, pour me faciliter la tâche, j'ai pris la décision de me munir d'un taille-haie conséquent, avec une belle lame de plus d'1 mètre. Eh, tu t'es pris pour Rambo ou quoi? En tous les cas, Rambo ou pas, cela me permet de bien débroussailler pour me faire un chemin pour ensuite passer la grosse tondeuse. Même si je sais que j'aurai aussi à enlever tout le bois mort caché en dessous de ce massif imposant. En juin, je fais aussi du repiquage. Là, ce sont des plants d'aziminier qui ne demandent qu'à proliférer. On voit les racines qui cherchent à s'étendre. Il a été semé en décembre 2020 et 2 pieds en sont sortis. Je les dépote délicatement en faisant bien attention de ne pas abîmer les racines. Ensuite, à l'aide d'une baguette, je vais séparer les 2 pieds. L'aziminier est un arbre fruitier qui est appelé aussi mangue du Nord ou pao pao. Oh, des mangues en Europe, ça ne tiendra jamais. Il vient d'Amérique du Nord. Il adore les étés chauds et les hivers, il résiste à moins 20, moins 25 degrés. Il donne des fruits qui ont un goût entre la banane, la mangue, avec une touche vanillée. Je vais le garder un pot 1 an de plus pour le planter en pleine terre en mars prochain. D'ici 4-5 ans, je peux déjà aspirer à avoir mes premiers fruits. Au fond du pot, je mets des billes d'argile. Là, j'ai mis un terreau spécial agrumes, mais ce n'est pas obligatoire. Et voilà, mes 2 pieds rempotés. Je finis avec un arrosage par le bas. Et je rajoute des écorces de noix de coco au pied de chacun. Restons dans l'exotisme. Là, ce sont des pépins de fruits de la passion que j'ai fait germer cet hiver dans du coton fermé dans des boîtes de Tupperware. Après avoir germé, je les avais semés en pot dans du terreau, au chaud, bien sûr.
Comme les imignés, je sépare les pousses et je les rempote individuellement. Alors j'ai conscience qu'elles resteront au chaud les hivers, mais comme j'ai toujours dit, j'aime expérimenter les choses et voir l'évolution. Et puis l'été, je les sortirai dehors. On finit toujours avec un arrosage par le bas dans l'évier. Je les laisse à peu près 5-10 minutes. Là, ce sont des pousses de physalie sur lesquelles j'applique le même châtiment. Alors important, toujours bien faire attention aux racines. Je fais un trou délicatement à la baguette, puis je viens y plonger la racine en pressant bien le terreau sur les côtés. J'ai pu en obtenir 8 pieds. J'en avais déjà planté courant mai en pleine terre que je n'avais pas divisé. Je verrai la différence avec les pieds individuels. Pour tous mes pots, vous avez pu voir qu'ils sont tous étiquetés. Alors ce n'est pas de la magie, je voulais vous faire cette parenthèse pour vous montrer comment je m'organisais dans mes semis. J'ai pour ma part une petite imprimante laser qui a dû me coûter autour des 100 € que je branche sur mon PC. Le logiciel est très simple d'utilisation. Je mets sur chaque étiquette la graine, le fournisseur, ainsi que la date du semis. Pour un novice comme moi, je vous avoue que cela m'a bien rendu service. Il n'y a plus qu'à imprimer, puis à coller sur les supports. Petit passage sur ma parcelle de courge, dont je trouve l'évolution lente. Mais en 15 jours, voilà l'évolution que j'ai pu avoir. Elle se situe sous un jeune poirier. Certaines dévoilent déjà une future fleur. Sur une autre parcelle, voici mes choux, qui font leur bonhomme de chemin. Voici l'évolution en 15 jours. En juin, je ne me prive de rien et continue à semer. Là, en l'occurrence, j'ai beaucoup de plants de tabac à planter en pleine terre. Vu que le tabac est très gourmand en eau au début et en ensoleillement, je paille tous les pieds. Pour cela, j'ai acheté de la paille de lin. Cela fait un écran pour éviter l'évaporation de l'eau. Et lorsqu'on arrose ou qu'il pleut, cela évite les projections d'eau sur les feuilles. L'avantage du paillis de lin, c'est qu'il n'acidifie pas le sol. Alors, le tabac en pleine forêt. Comment dire ? Je dois sûrement les planter trop jeunes, car les premiers que j'ai plantés se sont fait dévorer. J'en plante à gogo, plus d'une quinzaine de pieds sur le terrain, à différents endroits, pour voir où ils se sentent le mieux pour les années prochaines. Je les espace bien, car ça fait des plantes qui peuvent monter jusqu'à 2-3 mètres de haut. Au-delà de le fumer, le tabac reste aussi une plante ornementale et un très bon insecticide. Il paraît même que l'on peut retrouver des mégots de cigarettes dans des nids d'oiseaux qui l'utilisent comme répulsif contre les parasites. Bien. Pas bien. Des canards fumeurs de gitane, on aura tout vu. Je le rappelle encore une fois, c'est légal de cultiver son tabac pour sa consommation personnelle. Il paraîtrait toutefois
que l'on saurait limiter au nombre de pieds. Je vous mets en lien la première plantation que j'ai fait il y a un mois. Sur le terrain de Jardin-Forêt, nous avons de nombreux visiteurs. Un est plus invasif, le Loir. Ah oui, le Loir-et-Cher, je connais très bien. Ma famille habite dans le Loir-et-Cher, ces gens-là ne font pas de manière. Non, je parlais du rongeur, le Loir. Un animal qui hiberne pendant 7 mois. J'en ai trouvé un dans mon four. Ce que je trouve étrange, c'est qu'en juin, ils sont encore en état d'hibernation. Ce n'est pas le premier que je retrouve dans ma maison, mais au moins le 15e. Pour moi, c'est un intrusif qui crée énormément de dégâts dans la maison. J'ai déjà eu des portes carrément rongées. En plus, c'est un très bon grimpeur qui peut même se tenir au mur d'un crépi sans problème. Il adore squatter les habitations où il trouve tout le confort pour y passer l'hiver. Alors au début, j'ai coupé les branches des arbres à côté de chez moi, mais je pense que cela ne changera pas grand chose au vu de ses compétences d'escalade. J'ai même grillagé l'ouverture de la cheminée. Donc je le prends et le dépose beaucoup plus loin dans une forêt avoisinante en espérant qu'il refasse sa vie dans son milieu naturel. C'est un animal qui adore les chênes et les hêtres parce qu'en automne, il dévore leurs fruits. Et il a un atout par rapport aux mulots et campagnols car il peut les manger dans l'arbre. C'est pour lui un apport calorique indispensable pour bien passer l'hiver. Le reste de l'année, il mange des fruits, graines, insectes et parfois des petits oiseaux dans leur nid. Dormir comme un Loir, une réputation bien méritée. Des petites nouvelles bien tristes de mon houblon, qui a du mal à se lancer contre ses tuteurs. Il a énormément de retard. J'en ai parlé à un brasseur qui m'a dit que pour cette année, ça serait mort. Ça serait très compliqué d'avoir une récolte. Mais bon, j'espère que mon impatience légendaire me donnera tort encore une fois. De toute façon, le pied de houblon a besoin de 3 ans pour arriver à maturité. J'essaye de le faire mieux respirer en le dégageant du chien-dent qui l'entoure. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour nous soutenir et suivre l'évolution du Jardin-Forêt. Je vous remercie pour tous vos commentaires constructifs qui me sont très utiles. Et je vous dis à une prochaine journée dans le monde des vivants. Tchuss! Adieu mes amis, je vous quitte pour un monde meilleur.